Il y a des armes qu'on voit venir, des missiles, des porte-avions, des bombardiers, et puis il y a celles qu'on ne voit pas, celles qui avancent en silence, celles qui n'ont pas besoin de tirer pour inquiéter. Aujourd'hui, une de ces armes est au centre des discussions à Washington. Un sous-marin iranien, peu connu du grand public, mais suffisamment sérieux pour faire hésiter les États-Unis et pour inquiéter Donald Trump. Depuis plusieurs jours, un nom revient dans les cercles militaires et géopolitiques. Le sous-marin iranien Fateh. Pas un monstre technologique comme ceux de la marine américaine, pas un géant nucléaire, mais une arme pensée pour un endroit précis, un environnement précis et une stratégie très claire. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi ce sous-marin change la donne, pourquoi il inquiète autant et ce que l'Iran cherche réellement à provoquer. Le Fateh, ce n'est pas juste un sous-marin iranien de plus. C'est un symbole et surtout un outil très précis dans une stratégie très précise. Parce que quand on parle de sous-marin, le grand public imagine tout de suite des monstres nucléaires capables de rester des mois sous l'eau, de traverser l'Atlantique, de lancer des missiles à des milliers de kilomètres. Mais l'Iran ne joue pas à ce jeu-là. L'Iran ne cherche pas à battre les États-Unis sur leur terrain technologique. Il cherche à les piéger sur un terrain où la supériorité américaine devient moins écrasante. Et c'est là que le Fateh devient intéressant. Ce sous-marin, il n'est pas conçu pour faire le tour du monde. Il est conçu pour opérer là où l'Iran a l'avantage naturel. Le golfe arabo-persique, les détroits, les zones littorales, les eaux peu profondes, les endroits où tout est serré, encombré, saturé de navires civils, de bateaux de pêche, de cargos, de patrouilleurs. Un endroit où la guerre moderne redevient, paradoxalement, une guerre de nerfs. Le Fateh est ce qu'on peut appeler un sous-marin tactique. Un format intermédiaire, plus sérieux qu'un mini-sous-marin de sabotage, mais plus discret et plus adapté aux zones fermées qu'un grand sous-marin océanique. Et ce détail change tout. Parce que dans un environnement comme le Golfe, un gros sous-marin n'est pas forcément à l'aise. Les profondeurs sont limitées, les fonds marins complexes, les courants imprévisibles, la topographie bruyante. En clair, c'est un endroit où entendre devient difficile, où détecter devient compliqué, où un sous-marin peut se fondre dans le décor. Et c'est exactement ce que cherche l'Iran. La capacité de créer une menace qui n'a pas besoin d'être visible pour être réelle. Le Fateh n'a pas besoin de tirer pour être dangereux. Il suffit qu'il soit là. Il suffit que Washington ne soit pas certain à 100% de sa position. Parce que l'incertitude, en stratégie navale, c'est une arme à part entière. On doit aussi comprendre une chose, l'avantage du sous-marin, ce n'est pas seulement l'attaque, c'est l'obligation qu'il impose à l'adversaire. Dès qu'un sous-marin est suspecté dans une zone, la flotte ennemie doit ralentir, renforcer la surveillance, mobiliser des moyens supplémentaires, détourner des avions, des drones, des frégates, des hélicoptères, des systèmes de sonar. En gros, tu consumes du temps, tu consumes du budget, tu consumes de l'attention. Et ça, pour l'Iran, c'est déjà une victoire stratégique, parce que l'objectif n'est pas de gagner une bataille en mer. L'objectif est de rendre la présence américaine plus coûteuse, plus risquée, plus nerveuse. Le Fateh, c'est aussi une pièce de puzzle dans ce qu'on appelle la guerre asymétrique. L'Iran sait qu'en confrontation classique, il perdrait. Mais si tu ajoutes des sous-marins adaptés aux eaux côtières, des missiles antinavires, des drones, des mines, des vedettes rapides, tu crées une zone où l'adversaire est obligé de penser en risque maximal à chaque seconde. Parce que la marine américaine est conçue pour projeter la puissance, oui, mais elle déteste l'incertitude. Elle déteste les environnements fermés où une petite erreur peut coûter un navire, ou provoquer une escalade incontrôlable. Et dans cette logique, le Fateh devient une arme psychologique autant qu'une arme militaire. Il ne vise pas seulement les navires, il vise la décision politique, il vise le réflexe américain, il vise l'image de contrôle, parce que si tu peux faire douter le Pentagone, alors tu peux faire douter la Maison-Blanche. Et si tu fais douter la Maison-Blanche, tu fais hésiter le président. C'est là que le Fateh touche directement Trump. Trump aime les démonstrations simples. On est les plus forts, donc on avance. Mais un sous-marin discret oblige à la nuance. Il oblige à la prudence. Il oblige à des calculs. Et ça, dans une narration politique, c'est dangereux. Si tu promets une ligne dure, mais que tu dois avancer lentement parce qu'un sous-marin peut se cacher, tu as l'air moins dominateur. Tu as l'air retenu. Et pour Trump, être retenu, c'est être affaibli. Si cette arme silencieuse inquiète réellement Trump, ce n'est pas parce qu'elle est la plus puissante du monde, ni parce qu'elle renverse brutalement l'équilibre militaire global.
Elle l'inquiète parce qu'elle attaque exactement là où sa posture politique et stratégique est la plus fragile. Le contrôle, la lisibilité et la capacité à afficher une domination claire. Trump fonctionne sur une logique simple, presque instinctive. Montrer la force, créer un rapport de domination immédiat, faire comprendre à l'adversaire qu'il n'a pas intérêt à tester les limites. Cette logique marche très bien avec des avions, des porte-avions, des frappes visibles, des déclarations publiques. Elle marche beaucoup moins bien face à une menace invisible, parce qu'un sous-marin comme le Fateh ne te défie pas frontalement. Il ne t'insulte pas. Il ne fait pas de conférences de presse. Il se contente d'exister quelque part sous l'eau, hors de vue, hors caméra, hors narration politique. Et c'est précisément ça le problème pour Trump. Une arme silencieuse détruit la mise en scène de la puissance. Elle empêche le récit simple du « nous contrôlons la situation ». Parce qu'en réalité, quand un sous-marin est suspecté dans une zone, personne ne contrôle totalement la situation. Même la première marine du monde doit accepter une part d'inconnu. Et cet inconnu est politiquement toxique. Ce type de menace force la prudence. Or, la prudence est l'opposé du style Trump. Être prudent, c'est ralentir un déploiement. C'est modifier une trajectoire. C'est renforcer des escortes. C'est éviter certaines zones. C'est multiplier les briefings fermés au lieu de faire des déclarations tonitruantes. En clair, c'est agir comme si l'adversaire pouvait réellement faire mal. Et admettre cela publiquement ou même implicitement affaiblit l'image de force absolue que Trump cherche à projeter. Il faut aussi comprendre une chose essentielle. Trump raisonne beaucoup en termes de coûts et de bénéfices immédiats. Or, un sous-marin comme le Fateh est une arme à très faible coût comparée à ce qu'il oblige l'adversaire à déployer en face. Pour traquer un seul sous-marin, les États-Unis doivent mobiliser des moyens colossaux. Avions de patrouille maritime, hélicoptères, frégates spécialisées, drones, capteurs, analystes, heures de surveillance. C'est un déséquilibre économique et opérationnel. Et Trump déteste ce type de situation où l'Amérique dépense énormément pour neutraliser une menace relativement modeste sur le papier. Mais l'inquiétude va encore plus loin. Parce que le vrai danger n'est pas seulement l'attaque directe. Le vrai danger, c'est l'erreur. Un sous-marin invisible crée un climat où chaque contact sonar peut être interprété comme une menace, où chaque manœuvre devient nerveuse, où un incident mineur peut dégénérer, un bruit mal identifié, un signal ambigu, une décision prise trop vite, et soudain, une escalade que personne n'avait réellement planifiée. Trump, malgré son image de dirigeant imprévisible, est en réalité très sensible à ce type de scénario incontrôlable, parce qu'une escalade non voulue est impossible à vendre politiquement. Elle n'est ni un succès clair, ni une victoire nette. C'est une zone grise, et la zone grise est l'ennemi de la communication politique. Il y a aussi un autre élément, plus psychologique. Les sous-marins incarnent une peur très ancienne dans la stratégie militaire, celle de l'ennemi qu'on ne voit pas. Dans l'imaginaire collectif, le sous-marin est une présence fantomatique. Il est associé à la surprise, à la vulnérabilité soudaine, à l'idée que même une force gigantesque peut être touchée sans avertissement. Pour un président qui mise beaucoup sur la perception de sécurité et de puissance, cette symbolique est extrêmement dérangeante. Enfin, il faut regarder ce que l'Iran cherche à obtenir, et Trump le sait très bien. L'objectif n'est pas de couler un porte-avions américain. Ce serait suicidaire. L'objectif est de créer suffisamment de pression pour forcer Washington à se poser une question simple. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que la démonstration de force vaut le risque d'un incident majeur? Est-ce que le prix politique, économique et humain est acceptable? Et c'est là que l'arme silencieuse devient redoutable, parce qu'elle ne pousse pas Trump à la guerre, elle le pousse au doute, elle l'oblige à arbitrer entre son image de leader fort et la réalité stratégique d'un environnement dangereux. Elle l'oblige à choisir entre le spectacle et la gestion du risque. Ce que l'Iran cherche à faire, ce n'est pas déclencher une guerre directe avec les États-Unis. Ça, c'est le point clé à comprendre. Parce que si Téhéran voulait réellement la guerre, elle serait déjà là. L'Iran sait très bien une chose. Dans un affrontement frontal, classique, la supériorité militaire américaine est écrasante. Porte-avions, aviation, satellites, capacité de frappe à très longue distance. Face à ça, l'Iran ne joue pas le même jeu. Son objectif est beaucoup plus subtil, beaucoup plus dangereux aussi. Ce que l'Iran cherche, c'est à rendre toute intervention américaine extrêmement risquée, coûteuse et imprévisible. Pas impossible, mais politiquement et militairement dissuasive.
Et pour ça, il mise sur une stratégie bien précise, la dissuasion asymétrique. Concrètement, cela signifie quoi? Cela signifie que l'Iran ne cherche pas à battre l'armée américaine, mais à l'empêcher d'agir librement dans une zone clé, le golfe arabo-persique. Et dans cette zone, le sous-marin devient une arme idéale. Invisible, silencieuse, impossible à localiser avec certitude. Un seul sous-marin, même modeste, suffit à forcer une flotte entière à ralentir, à se disperser, à mobiliser des moyens énormes de surveillance. C'est exactement ce que veut Téhéran. Créer un climat d'incertitude permanente. Faire comprendre à Washington que chaque navire, chaque porte-avions, chaque mouvement naval peut devenir une cible potentielle. Sans tirer un seul coup de feu. Et cette menace n'est pas seulement militaire, elle est aussi économique. Car le golfe Persique, ce n'est pas qu'une zone militaire. C'est une artère vitale pour l'économie mondiale. Pétrole, gaz, commerce maritime. Un simple incident, une tension prolongée, une rumeur crédible de blocage. Et les marchés paniquent. Les prix flambent. Les alliés s'inquiètent. C'est exactement ce levier que l'Iran cherche à activer. Pas pour fermer le détroit d'Ormuz demain matin, mais pour rappeler qu'il peut le faire. Autrement dit, l'Iran n'essaie pas de provoquer une explosion immédiate. Il cherche à installer une pression constante, un rapport de force psychologique, où chaque décision américaine devient plus complexe. Et il y a un autre objectif, souvent sous-estimé. Ce déploiement sert aussi de message, à l'intérieur du pays. Montrer que le régime contrôle la situation, qu'il tient tête à la première puissance mondiale, qu'il protège ses intérêts stratégiques. C'est un signal adressé aux alliés, aux rivaux régionaux, mais aussi à sa propre population. En résumé, le véritable objectif de l'Iran n'est pas la guerre, c'est la dissuasion, la pression et la maîtrise du tempo. Faire comprendre une chose très simple, toute attaque contre l'Iran ne sera jamais rapide, jamais propre, jamais sans conséquences. Et c'est précisément pour cette raison que Washington observe ses sous-marins, avec une extrême prudence. Ce que cette histoire révèle, au fond, ce n'est pas une bataille navale en préparation. C'est un piège politique. Et c'est exactement pour ça que Washington commence à devenir nerveux. Parce qu'en 2026, le problème des États-Unis n'est pas seulement « est-ce qu'on peut gagner militairement ?» La vraie question est devenue « est-ce qu'on peut gagner politiquement, sans se détruire de l'intérieur ?» Pendant longtemps, la puissance américaine fonctionnait sur un réflexe automatique. Quand une crise éclate, on déploie, on montre les muscles, on frappe si nécessaire, et l'affaire est réglée. Sauf qu'aujourd'hui, ce réflexe ne marche plus comme avant. Pas parce que l'armée américaine serait faible, mais parce que l'environnement politique est devenu un champ de mine. Tout est instantané, tout est surveillé, tout est instrumentalisé. Et dans un contexte comme celui-ci, chaque décision militaire se transforme immédiatement en crise intérieure. Regarde comment ça se passe. La Maison-Blanche envoie un signal de force, et dans la seconde qui suit, le Congrès réclame des explications. Les médias s'enflamment. Les réseaux sociaux fabriquent une histoire parallèle. L'opinion publique se divise. Les adversaires politiques cherchent la faille. Et cette faille peut être très simple. Le coût, le risque, la durée, le but final. Personne n'accepte plus une escalade par principe. Plus personne n'avale une intervention juste parce qu'un président a décidé de se faire respecter. Et c'est exactement ce que l'Iran comprend. L'Iran a étudié l'Amérique. Il sait que les États-Unis sont capables de frapper très fort. Mais il sait aussi que les États-Unis ont un point faible, la justification politique. Parce qu'une frappe, tu peux la vendre une journée, une semaine, peut-être un mois. Mais si derrière, il n'y a pas de résultat clair, si derrière, tu n'as pas une victoire nette, alors ça se retourne contre toi. Et c'est là que le piège se referme, parce que l'Iran ne propose pas à Washington une situation où une réponse est simple. Il propose une situation où toutes les réponses sont mauvaises. Si Washington réagit trop fort, il déclenche une escalade. Et cette escalade peut durer. Elle peut coûter cher. Elle peut provoquer des morts. Elle peut entraîner des représailles. Elle peut faire flamber les prix du pétrole. Et à ce moment-là, ce n'est plus une question géopolitique, c'est une question domestique. Inflation, énergie, marché, tension sociale. Donc, politiquement, c'est un cauchemar. Mais si Washington ne réagit pas, il envoie un autre message, celui d'un empire qui hésite. Et ce message-là est tout aussi dangereux, parce que l'Iran ne se contente pas de provoquer les États-Unis. Il observe aussi comment les alliés réagissent. Les alliés européens, les pays du Golfe et même les partenaires asiatiques.
Tout le monde regarde. Est-ce que Washington est encore capable de tenir sa posture, ou est-ce qu'il devient un géant qui calcule, qui temporise, qui fait des annonces sans agir? Donc l'administration américaine est coincée. Elle doit maintenir l'image de contrôle, mais elle doit éviter la spirale. Elle doit montrer de la force, mais sans déclencher une guerre. Elle doit envoyer des signaux, mais pas trop clairs, parce qu'un signal trop clair oblige à assumer derrière. Et ce genre de tension crée un autre phénomène, la division interne. Parce qu'aux États-Unis, dans ce contexte, tu as immédiatement deux camps qui se forment. Ceux qui disent « il faut frapper, sinon on perd la face ». Et ceux qui disent « surtout pas, sinon on tombe dans un bourbier ». Et entre les deux, tu as le président, qui doit choisir, sachant que quoi qu'il fasse, une moitié du pays le traitera soit de lâche, soit d'irresponsable. Et ce qui rend le piège encore plus puissant, c'est que l'Iran n'a pas besoin de gagner une guerre pour gagner politiquement. Il lui suffit de faire durer la tension, d'installer une pression permanente, de créer un climat où Washington est obligé de consacrer de l'attention, de l'argent, des moyens, sans pouvoir mettre un point final. C'est une usure, une fatigue stratégique. Et cette fatigue finit toujours par coûter politiquement. À partir du moment où une crise devient interminable, elle devient un poids pour le président. Même si la situation est sous contrôle sur le terrain, elle devient ingérable dans l'opinion. Parce que les gens ne mesurent pas les subtilités militaires. Ils mesurent ce qu'ils ressentent. La peur, l'incertitude, le coût, le chaos. Et un président qui laisse une crise s'éterniser est perçu comme un président qui ne maîtrise plus la situation. Et là, on touche un point crucial. L'Iran joue sur le calendrier. Parce que le calendrier, c'est la faiblesse des démocraties. Un régime comme l'Iran peut durer dans la tension, année après année, parce qu'il ne subit pas la même pression électorale. Washington, lui, doit répondre vite, montrer des résultats vite, réassurer vite. Et si les résultats ne sont pas visibles rapidement, la pression politique devient énorme. En clair, l'Iran essaie de forcer Washington à choisir entre deux scénarios perdants, soit l'escalade, soit l'érosion. Et dans les deux cas, le président américain paye le prix, non pas d'abord à l'étranger, mais chez lui. Voilà pourquoi on peut parler d'un piège politique, parce que ce que l'Iran cherche à provoquer, ce n'est pas une guerre gagnée, c'est une crise qui divise, une crise qui coûte, une crise qui dure, une crise qui rend l'Amérique moins sûre d'elle-même. Et ce qui est fascinant, c'est que dans ce piège, la force brute américaine ne suffit plus. Parce qu'ici, l'enjeu n'est pas seulement militaire. L'enjeu, c'est la capacité à garder la cohésion, la crédibilité et la stabilité politique, sous pression. Et c'est là que Washington commence à entrer dans une zone dangereuse. Parce que le moment où une superpuissance hésite, le moment où elle calcule plus qu'elle ne décide, c'est toujours le moment où ses adversaires comprennent qu'ils peuvent aller un cran plus loin. Et dans ce jeu-là, l'Iran n'a pas besoin de tirer, il a juste besoin de faire durer le doute. Ce qui est en train de se jouer avec ce bras de fer entre Washington et Téhéran dépasse largement le dossier iranien. On n'est plus face à une crise régionale classique. On est en train d'assister à une modification profonde de l'équilibre mondial, lente, progressive, mais extrêmement structurante. Et le plus important, c'est que cette bascule ne se fait pas par une guerre déclarée, mais par une accumulation de tensions, de signaux et de renoncements implicites. Pendant des décennies, l'ordre mondial reposait sur une idée simple. Les États-Unis garantissent la sécurité globale et en échange, ils imposent les règles du jeu. Cet ordre fonctionnait parce que la dissuasion américaine était claire, lisible, presque automatique. Quand une ligne rouge était franchie, la réponse arrivait. Pas toujours juste, pas toujours efficace, mais prévisible. Aujourd'hui, ce mécanisme se grippe, et ce bras de fer avec l'Iran en est l'un des symptômes les plus visibles. Le premier changement majeur, c'est la fin de la certitude stratégique. Avant, les acteurs internationaux savaient à quoi s'attendre. Désormais, ils testent, ils observent. Ils avancent par petits pas. Non pas parce qu'ils veulent une guerre, mais parce qu'ils veulent mesurer jusqu'où ils peuvent aller sans provoquer de réaction décisive. L'Iran le fait dans le Golfe, mais il n'est pas le seul à regarder. La Chine observe. La Russie observe. Les puissances régionales observent. Chacun se demande la même chose. Est-ce que Washington est encore prêt à payer le prix de l'ordre mondial qu'il a lui-même créé? Ce doute change tout. Parce qu'un monde fondé sur le doute n'est plus un monde stabilisé par la dissuasion, mais un monde régi par le calcul opportuniste. Et dans ce type de monde, les crises ne disparaissent pas. Elles se multiplient. Elles deviennent plus fréquentes, plus complexes, plus imbriquées.
Chaque acteur tente de tirer avantage des zones grises, des hésitations, des moments d'incertitude. Deuxième bascule fondamentale, le retour en force des stratégies d'usure. L'Iran montre qu'il est possible de défier une superpuissance sans jamais l'affronter frontalement. Pas besoin de gagner une bataille. Il suffit de créer un environnement où l'autre s'épuise politiquement, économiquement et psychologiquement. Cette logique devient un modèle dangereux parce qu'il est accessible à des acteurs beaucoup plus faibles militairement. Il n'est plus nécessaire d'avoir une armée équivalente. Il suffit de savoir où appuyer, quand appuyer et surtout quand s'arrêter juste avant le point de rupture. Ce modèle change la nature même de la puissance. La puissance n'est plus seulement la capacité à frapper, mais la capacité à durer, à supporter la pression, à absorber les crises sans imploser intérieurement. Et c'est là que les démocraties occidentales apparaissent plus vulnérables qu'avant. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles sont exposées en permanence à leur propre opinion publique, à leurs cycles électoraux, à leurs fractures internes. Troisième conséquence majeure, les alliances deviennent plus fragiles. Quand un allié voit que la protection n'est plus automatique, il commence à recalculer. Pas forcément à rompre, mais à diversifier, à chercher des assurances ailleurs, à renforcer ses propres capacités, à négocier dans plusieurs directions. Et ce mouvement est déjà visible. Certains partenaires des États-Unis deviennent plus prudents, plus autonomes, parfois plus ambigus. Ils ne quittent pas l'alliance, mais ils n'y investissent plus aveuglément. Et dans un monde d'alliances fragilisées, les équilibres deviennent instables, parce que chaque acteur agit en pensant à sa propre survie stratégique avant la cohérence collective. Cela crée un système plus fragmenté, moins coordonné, où les malentendus deviennent plus probables. Et dans ce type de système, une erreur de calcul peut avoir des conséquences disproportionnées. Il y a aussi une conséquence économique majeure, souvent sous-estimée. Le simple fait que des routes maritimes, des zones énergétiques clés ou des détroits stratégiques deviennent des points de tension permanents suffit à peser sur les marchés, sur l'investissement, sur la confiance globale. Le monde n'a pas besoin d'une guerre pour payer le prix. Il suffit d'un climat d'instabilité durable, et ce climat devient la nouvelle normalité. Enfin, ce bras de fer accélère un basculement psychologique global. L'idée d'un monde sécurisé par défaut disparaît progressivement. Les États, les entreprises, les populations intègrent l'idée que l'incertitude est là pour durer. Que les crises ne seront plus des exceptions, mais des éléments structurels du paysage international. Et cette normalisation de la tension modifie profondément les comportements, les priorités et les choix politiques. En réalité, ce que ce face-à-face révèle, c'est la transition vers un monde post-hégémonique. Pas un monde sans puissance dominante, mais un monde où la domination ne suffit plus à imposer l'ordre. Un monde où l'influence se négocie en permanence, où la force brute doit être complétée par la résilience, la cohésion interne et la crédibilité politique. Et c'est là que l'enjeu devient historique, parce que la question n'est plus seulement de savoir si les États-Unis peuvent gagner un bras de fer contre l'Iran. La vraie question est de savoir si le système international peut encore fonctionner sur les règles héritées du passé, ou si nous sommes en train d'entrer dans une ère nouvelle, plus instable, plus fragmentée, où chaque crise laisse une trace durable. Ce bras de fer n'est donc pas un épisode isolé. C'est un signal que le monde change de phase, et une fois qu'un équilibre commence à se fissurer, il ne revient jamais exactement à l'état précédent. Le sous-marin Fateh ne fait pas la une parce qu'il serait l'arme la plus puissante du monde, ni parce qu'il pourrait, à lui seul, renverser un rapport de force militaire global. Il fait la une pour une raison beaucoup plus dérangeante. Il est exactement là où il faut, au moment précis où la moindre erreur peut coûter extrêmement cher. Sa simple présence oblige la première puissance mondiale à ralentir, à douter, à recalculer chacune de ses options. Ce n'est pas une déclaration de guerre, ce n'est même pas une provocation ouverte. C'est un message silencieux, froid, méthodique. Un message qui dit « Nous ne cherchons pas l'affrontement frontal, mais nous sommes capables de rendre chaque décision risquée, chaque mouvement incertain, chaque démonstration de force potentiellement coûteuse. » Et dans le monde réel, ce type de message est souvent plus efficace qu'un tir de missile. Ce que révèle cette situation, c'est une transformation profonde de la manière dont les rapports de force s'exercent aujourd'hui. La puissance ne se mesure plus seulement à la capacité de frapper, mais à la capacité d'imposer un doute durable dans l'esprit de l'adversaire, à forcer l'autre à se demander si le prochain pas en vaut vraiment la peine, à créer un espace où l'hésitation devient une arme stratégique.
Dans cette partie d'échecs géopolitiques, le danger ne vient pas d'une explosion soudaine ou d'un affrontement spectaculaire. Il vient de l'accumulation de tensions contenues, de décisions repoussées, de lignes rouges volontairement floues. Le plus dangereux n'est pas celui qui frappe en premier, ni même celui qui menace le plus fort. Le plus dangereux est celui qui réussit à immobiliser son adversaire sans tirer un seul coup de feu. Et c'est précisément là que le Fateh change la donne. Il rappelle que, dans le monde actuel, la guerre n'a pas besoin de commencer pour produire ses effets. Il suffit parfois d'un silence, d'une présence invisible, d'une menace implicite pour modifier durablement l'équilibre mondial.